Et on salue Présigios qui est arrivé pendant l'invité. Salut. On se retrouve pour la chronique de Naët qui va nous parler des élections en Argentine. Salut tout le monde et c'est un plaisir de revenir en saison 2 avec toutes ces belles personnes. Je suis vraiment ravie et je ne peux pas le cacher. Hein. Voilà, c'est une super belle émission. Plaisir partagé. Merci. Et donc, je ne vais pas encore non plus cacher que ce n'était pas mon sujet. Et que je l'ai piqué, non, il me l'a accordé comme ça, après l'avoir préparé. Merci beaucoup, Augu. Alors, il s'agit des élections présidentielles du 22 octobre en Argentine. Oui, l'Argentine va avoir ses élections présidentielles bientôt, sauf qu'il y a quelque chose un peu différent dans l'actualité et dont tout le monde parle. Quand je dis tout le monde, je voudrais dire la presse, les médias, etc. Alors, on va revenir un peu au vote primaire. Alors, il y a eu les votes primaires le 13 août en Argentine où le vote est obligatoire. Alors, 70% de participation. Alors, il y a eu les deux personnes qui étaient les plus gagnants, et je vais citer les pourcentages, bien entendu. Juste petite question, quand on parle d'élections primaires, c'est par parti? Non, les élections primaires en Argentine, c'est pour définir qui sera candidat à la présidentielle. C'est une sorte de premier tri parmi tous les candidats potentiels. Un premier tour, quoi. Ouais. C'est une sorte de premier tour avant le premier tour, en fait. Ok, ça va, merci. Cool. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, le favori, ça va être... maintenant, tu vas me corriger. Javier. Je ne suis pas du tout hispanophone, on va demander à Aline, qui connaît beaucoup mieux que moi en langue hispanique. On peut l'appeler Xavier. Hein, Javier. Parce que c'est écrit avec un J, alors. Oui, voilà. On va pas faire des cours de langue maintenant. Voilà. Donc, il arrive en tête avec 30,5% des votes. Hein? Et après lui, Madame Patricia Bullrich, qui vient après encore avec un certain pourcentage qui est pas mal du tout, qui est 28%. Sauf que c'est une surprise parce qu'il s'agit de l'extrême droite cette fois-là. C'est un peu bizarre, étrange quand même en Argentine que cette extrême droite émerge. Représentée par Madame... Par monsieur. Non, l'extrême droite c'est Javier Milei et Patricia Bullrich c'est la droite dure, conservatrice, catholique. Voilà, alors le néolibéralisme autoritaire, il y a plein de mots, de gros. On va y arriver. J'arrive avec beaucoup de mots et je me dis, allez, voilà. Alors, on se demande qui est cette personne-là et comment ça se fait qu'il est arrivé là. Alors, pour parler un peu de cette personne-là, nous pouvons dire alors que c'est un économiste de formation. Il est député depuis 2001. Il est jeune, il est né en 1970. Alors, il est décrit comme hors système, un homme politique d'extrême droite, populiste, parti libertarien, l'ultralibéral. La presse lui donne souvent cette nomination et il est le préféré aussi à la télé. Bon, cette personne-là, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Parce que c'est ça auquel il aspire. C'est quoi son programme, quoi? Son programme, son programme, c'est rejet des vieilles recettes. Il en a ras-le-bol de tout ça. Alors, Javier Milei, comme je viens de dire, est un économiste, député, jeune, etc. Mais effectivement, il vient avec un discours un peu fort, parce que selon l'histoire de ce pays que j'ai lu, donc après le péronisme, alors le péronisme c'est quoi quand même? C'est un mouvement national justicialiste, mouvement de masse argentin fondé au milieu des années 1940 autour de la figure de Juan Perón, devenu ensuite acteur politique majeur en Argentine, et c'est fondé autour de la justice sociale. Alors là, avec Monsieur Milei, il y a là on va vers l'extrême droite, ce qui est un peu bizarre, différent des années précédentes, surtout dans cette région de l'Amérique du Sud. Voilà, alors il parle de vieilles recettes, comme je viens de dire.
il s'indigne, alors il parle avec la société, il s'adresse à eux, il fait des promesses, fermer la banque centrale, dollariser l'économie, etc., etc. Et on voit bien, suite à ces élections primaires, que on l'entend bien quand même. Alors pourquoi, qui l'entend, comment, qu'est-ce qui se passe effectivement en Argentine? Alors l'Argentine, c'est un pays qui a une dette extérieure, qui a une dette de 40 milliards d'euros environ. Alors l'inflation aboutit maintenant à 116%. Elle a une valeur vraiment, la monnaie, le pesos, qui n'a presque plus de valeur. C'est combien presque maintenant? Alors, les derniers chiffres sur le marché du taux de change, c'est 1 dollar égale 350 pesos. Ouais. Et juste une toute petite précision, c'est que en Argentine, à cause de cette inflation qui est un problème chronique là-bas, le marché noir s'est extrêmement développé, l'économie souterraine s'est extrêmement développée. Et au marché noir, par contre, 1 dollar vaut le double, c'est-à-dire 700 pesos argentins, ce qui vous montre aussi à quel point c'est dur de mener une politique monétaire efficace, puisque on n'a pas de contrôle sur cette monnaie au marché noir. On n'a pas de contrôle non plus sur les chiffres quant au chômage, parce qu'on parle de 7%, 10%, etc. Cependant, il y a plein de personnes qui travaillent dans le noir et ces chiffres ne sont pas vraiment représentatifs. Ouais. Alors la pauvreté c'est 40% environ, ça veut dire 4 sur 10 personnes sont dans un état pauvre. Alors, la crise économique, on voit bien, c'est une crise vraiment gravissime. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé durant les 20 années précédentes, nous remarquons que ça se dégringolait au fur et à mesure et qu'il y avait pas mal d'éléments de présidents qui ont fui avec l'argent à un certain moment donné en hélicoptère, oui, ça c'est une vérité, etc. Donc tout annonçait à un certain moment cette crise, mais pourquoi cette personne-là vient être applaudie par une catégorie quand même des gens? Le peuple est en colère. D'abord, il y a une déception. Alors, après 20 ans de force politique, du péronisme, etc., le peuple n'a pas pu, à un certain moment, vivre décemment comme on le lui a promis, quand même. Alors, la perte de confiance dans les partis traditionnels fait de sorte que les gens manifestent cette colère et en plus, c'est les jeunes qui sont séduits par cette personne-là, par son discours. Il parle sans filtre sur les réseaux sociaux. Il dit ce qui lui vient dans la tête. Il est extrêmement vulgaire. C'est une de ses traits caractéristiques. Voilà. Alors, dans le Salon de Livre en mai 2022, il a dit, et je cite, « Dans mon gouvernement, il n'y aura pas de marxisme culturel et le ministère de la femme, je l'éliminerai. Je ne m'excuserai pas d'avoir un pénis. Je n'ai pas à avoir honte d'être un homme blanc, blond, aux yeux bleu clair. » Déjà, ça c'est un échantillon, rien que, voilà. Oui. Mais il dit pas mal de trucs. C'est ça, il traverse le plateau télé, même les débats présidentiels à base de connards, crevures, ce genre de sympathie pour ses opposants. Il qualifie les opposants de gauche, peu importe la cause de vermine et c'était quoi? Des nuisibles. Ouais, c'est ça. La gauche, pour lui, les militants de gauche sont des nuisibles. Il a un vocabulaire très cru, une iconographie, on le voit souvent en manifestation brandir une tronçonneuse, puisque son truc de rebelle, c'est effectivement de passer à la tronçonneuse l'État argentin tel qu'il est maintenant. C'est une figure qui rappelle aussi beaucoup les excès verbaux de Donald Trump, de Bolsonaro, qui s'inscrit dans cette droite libertarienne-là. Oui. Donc avec une com super agressive. Oui, c'est ça, super agressif, sans filtre. Très viriliste, très masculiniste. Très viriliste, et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de personnes, des économistes comme des spécialistes qui prévoient un peu, on dit qu'il va avoir peut-être 33 à 35% des votes. C'est des spéculations, mais peut-être on va voir quelqu'un qui arrive peut-être à un certain moment, selon ce qui se passe, surtout avec la crise économique, avec les promesses. Alors, c'est vraiment dangereux, selon
les activistes, selon pas mal d'organisations humanitaires, parce que c'est une menace pour les droits des femmes, d'abord, hein, les LGBT, l'éducation sexuelle, etc. Et il a dit être pour supprimer certaines lois. Vous savez, on travaille beaucoup au cours des décennies pour aboutir à une loi qui est une justice pour pas mal de personnes de la société, comme par exemple le droit à l'avortement. Il a dit à TV5 Monde, par exemple, je cite, « L'avortement est un meurtre aggravé où il y a une énorme disparité de force parce qu'une personne abuse de l'autre, par exemple. Il nie les violences sexistes, l'existence de féminicides. Alors, le phénomène même de changement climatique, il pense que ça n'existe même pas. Alors, avec tout ça, en regardant ça un peu de loin, on voit bien que c'est une personne qui est prête à tout sacrifier pour arriver, pour que la droite, ton jeu que tu aimes beaucoup, hein, droite et gauche, ça va? En fait, en plus de vouloir supprimer des lois, ce qu'il veut vraiment faire, c'est dans sa lignée politique, c'est un anarcho-capitaliste. Donc un anarchiste de droite, un libertarien comme Trump pouvait l'être, c'est-à-dire pas d'État. En plus de supprimer des lois, son projet à lui, il a vu dans une vidéo, il avait affiché tous les noms des ministères argentins et il les a déballés au fur et à mesure. En fait, les seules choses qui restent, ce sont l'armée, la sécurité, l'économie. Donc il y a 3 ministères qui restent, les fonctions qu'on a dit abusivement régaliennes, mais effectivement tout ce qui est environnement, tout ce qui est solidarité de travail, tout ce qui est éducation, etc. Il pense que l'individu se forge lui-même, c'est sa marque de fabrique. Il a nommé ses chiens comme ses économistes préférés. Donc des Milton Friedman, l'école de Chicago, pour ceux à qui ça parle, ceux qui ont réformé toute la pensée économique américaine au moins des années 80 sur l'extrême libéralisme, l'individu roi et le retrait de l'État de la vie de ces personnes. Et ce qu'on a d'expliquer très bien, c'est que c'est un phénomène qui est assez nouveau en Argentine depuis la dictature. La dictature qui était entre 76 et 81, pardon. L'Argentine qui est un laboratoire puissant des mobilisations de gauche pour l'environnement, pour le droit des femmes, pour les personnes LGBT, se retrouve avec une jeunesse qui est attirée par ce personnage-là, par son rejet du système, qui est dégoûté du péronisme. Le péronisme, Ned, pareil, vous l'avez expliqué, c'est un concept très très flou, mais en gros, c'est cette idée d'État-providence qui a jamais en Argentine, et ce refus de la classe politique. Ned, vous avez aussi donné l'exemple du président qui partait en hélicoptère après des accusations de corruption. Voilà, en fait, c'est un rejet massif des élites politiques, et on peut identifier aussi une part très forte de la gauche dans cette responsabilité, puisque au fur et à mesure des années et des décennies, la gauche a noyé son message, a perdu, s'est rapproché du centre et de la droite, et une responsabilité de la droite aussi, de la droite qui avant était beaucoup plus rapprochée du centre, qui maintenant lui fait les appels du pied. La candidate de la droite, Madame Bullrich, l'a félicité et a dit qu'il a porté un nouveau message, qui participait comme n'importe qui dans le débat public, alors qu'on parle quand même de l'extrême droite, et l'ancien président de droite dans les années 80, qui s'appelle, excusez-moi, j'ai perdu son prénom, c'est Monsieur Macri, qui l'a félicité aussi, et Javier Milei, le candidat d'extrême droite, lui fait des appels du pied pour qu'il participe à son gouvernement. Oui, parce que Macri est un homme d'affaires, il encourage la libre-échange, etc. Mais je me permets un peu de rebondir sur ce que tu viens de dire quant à la jeunesse et tout. Au fait, on parle de plusieurs facteurs qui ont abouti à ce qu'on soit dans cette situation. À savoir, on sait bien que le pays est un des plus gros pays exportateurs de soja, de maïs et de bœuf. Donc, ce n'est pas un pays qui ne produit pas, si vous voulez. Cependant, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, et il y a eu des saisons de sécheresse. Donc, à un certain moment, ça ne rapportait plus rien. Les gens ne trouvaient pas, si vous voulez, de quoi manger, de quoi vivre avec cette pauvreté qui s'accroît, avec des promesses. Et comme vous savez, le chômage qui augmente de plus en plus, bien qu'ils n'en parlent pas. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est que on ne va pas s'amuser à faire de la politique
prospective en se disant il ne gagnera pas les élections. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire récente qui nous ont montré que la plupart des sondages pouvaient largement se tromper. Ce qui était intéressant de voir, c'est que Javier Milei, avec le paysage argentin fracturé comme il est, a réussi à importer un nouveau discours, et que peu importe en fait le résultat des élections de dimanche, il a réussi à transformer fondamentalement la politique argentine, en ramenant la gauche vers la droite, en ramenant la droite à l'extrême droite, en allant chercher la jeunesse, en faisant infuser des idées d'extrême droite qu'on n'avait plus vues en Argentine depuis la dictature. C'est-à-dire qu'au-delà de son score personnel, puisque lui c'est un seul homme, il ne peut pas tout faire, mais il a réussi avec ses alliés à apporter un nouveau discours dans le paysage médiatique argentin. Là où il se différencie d'un Bolsonaro, c'est que pour l'instant il n'a pas énormément de soutien, que ce soit économique, financier, politique, etc. Son capital est assez faible, mais cette première élection semble être que la première pierre à un édifice beaucoup plus important qui malheureusement est amené à se développer en Argentine. Et ces élections, elles auront donc lieu dimanche. Le 22, merci beaucoup. On aura le résultat de lundi matin. Merci à vous deux pour cette chronique à double voix et pour nous faire un focus sur ce pays dont on parle en fait assez peu en ce moment, parce que il y a d'autres raisons. Il y a énormément de raisons, et c'est une région qui est extrêmement intéressante au niveau politique. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Merci, on se retrouve juste après pour la dernière chronique de Jonas.